Professeur Michel Krempf, bonjour. Vous êtes professeur de nutrition au CHU de Nantes et maladies métaboliques. Vous avez participé à une session très intéressante sur le risque résiduel lié au taux de HDL et de triglycérides et dont nous aimerions en parler un petit peu avec vous, avoir votre impression après cette réunion. La première question que je voudrais vous poser, c'est finalement, les praticiens depuis des années sont un tout petit peu hésitants, le HDL, le triglycéride, est-ce qu'ils sont liés, est-ce qu'ils ne sont pas liés, est-ce qu'on les prend séparément ou pas, est-ce qu'ils font courir le même risque? Ça, c'est un premier élément sur lequel on aimerait bien avoir des précisions. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de données contradictoires, un peu floues, et finalement, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. Alors, je pense qu'il faut reprendre deux notions. D'abord, la notion de risque résiduel, c'est-à-dire le risque qui reste. Aujourd'hui, une fois qu'on a mis une statine, qui représente, je dirais, un bon pourcentage, 20-30% encore du risque qu'on pourrait peut-être faire baisser. Ça, c'est le premier élément. Et là, on a différentes stratégies qui vont être... certes, corriger les autres facteurs de risque, ne pas oublier ça, c'est un point très important. Et puis deuxièmement, effectivement, essayer de travailler sur les paramètres lipidiques. Donc je ne reviens pas sur la réduction du LDL cholestérol, dont on sait aujourd'hui qu'elle est efficace, et elle sera probablement encore plus efficace demain, avec donc les nouvelles molécules qui émergent. Donc là, je crois que l'histoire est claire, sous réserve bien sûr des études de morbimortalité cardiovasculaire. Il faut continuer. Il faut continuer, c'est clair, la tendance est lourde. InProve-It nous le confirme, donc allons-y. Reste que quand même, il risque peut-être y avoir encore, je dirais, un risque résiduel relativement important, et c'est là où on va aller s'intéresser aux autres paramètres lipidiques, et pourquoi pas demain à d'autres paramètres qu'on est en train d'identifier, ce qu'on appelle les biomarqueurs. Mais il n'empêche que quand on se focalise sur les paramètres lipidiques classiques, eh bien on a ce qu'on appelle la dyslipidémie hétérogène. Qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui a une vingtaine d'années, qu'on a un petit peu enterrée, peut-être un peu vite, en se focalisant trop sur HDL, que sur triglycérides. En fait, c'est une notion qui cumule les deux éléments, c'est-à-dire les patients qui ont des triglycérides élevés, en dessus d'1,50 g, HDL cholestérol bas, en dessous de 0,40 g, et les deux sont liés, c'est-à-dire quand le HDL monte, généralement, quand les triglycérides montent, le HDL baisse. Et donc cette entité particulière, par de multiples mécanismes que j'ai décrits dans la session, finalement est extrêmement hétérogène. Et donc tout l'enjeu est de la corriger. Quand les triglycérides sont élevés tout seuls, le LDL dans les limites, ou le contraire, les LDL bas et le triglycéride normaux, HDL, excusez-moi, c'est un lapsus. Je voulais dire donc que quand le HDL est bas et les triglycérides normaux, à l'inverse, est-ce que quelque part, on se retrouve dans la même... Les deux ont le même poids? Parce qu'on est tenté d'en traiter un des deux, quoi. Quand on prend je dirais indépendamment ces facteurs de risque, c'est un petit peu compliqué. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire dans le fait que finalement les triglycérides, faut-il les prendre à jeun, postprandial, il y a un gros débat autour de ça. Et finalement le surrisque que ça apporte est un peu compliqué parce que dès qu'on corrige par multifacteurs, finalement ça ne ressort pas de manière très très nette. Le HDL, c'est pareil, quand il est bas, pas de problème. Dès qu'il monte un petit peu, est-ce que c'est si protecteur que ça? Vous voyez, on a beaucoup de discussions là-dessus. Vous ne me rassurez pas, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de considérer ces deux paramètres ensemble. Et quand on utilise un paramètre cumulé, puisque je vous ai dit qu'ils étaient liés, ce qu'on appelle le non-HDL cholestérol. Très simple à calculer, cholestérol moins HDL cholestérol, vous l'avez. Et grosso modo, il faut vous dire qu'en termes de cible, par exemple, c'est 0,30 par rapport à la cible de LDL. C'est-à-dire quand je veux un LDL à 1 g, le non-HDL cholestérol devrait être à 1,30 et en dessous bien sûr. Voilà. Donc c'est une entité extrêmement simple, on peut la trouver, la calculer directement sur les feuilles de résultats des patients dès aujourd'hui. Eh bien, quand on prend ce critère cumulé, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, il a un poids sur le risque extrêmement important, même pour les patients qui ont des LDL cholestérol bas. Donc c'est ce paramètre-là qu'il va falloir utiliser. Ça, on va dire, c'est la position classique, ce qu'on aurait pu dire depuis longtemps. Alors maintenant, quelles sont les nouvelles idées sur ces deux paramètres de risque? Alors, je
dire, c'est l'approche thérapeutique, puisque finalement, le Graal, et en particulier pour un cardiologue, c'est est-ce qu'en termes d'événements cardiovasculaires, je fais quelque chose au patient. J'essaie de manipuler justement ce non-HDL cholestérol dans le bon sens. Alors là, l'histoire, elle est, je dirais, pour l'instant un peu décevante. C'est vrai. Décevante sur le HDL. Quand on veut monter le HDL cholestérol, bon, alors soit avec une molécule qui bloque la CETP, les inhibiteurs de CETP, je ne reviens pas dessus, 2 études négatives. Attention, l'histoire n'est pas morte, parce qu'il y a encore 2 molécules actuellement qui sont en cours d'essai, dans des essais de mortalité cardiovasculaire, et dans les 2 années qui viennent, je pense qu'on aura les premiers résultats. Donc, ne jetons pas trop vite. Le bébé avec l'eau du bain. Avec l'eau du bain, exactement. Donc, attendons et voyons, et là, je pense qu'il faut savoir être patient. Le deuxième point sur les triglycérides. Triglycérides, quels sont les outils? Eh bien, nous avons l'acide nicotinique, trop d'effets secondaires, on arrête, et les fibrates. Les fibrates avec des études assez décevantes, notamment quand on les met en association avec les statines, puisqu'elles sont aujourd'hui incontournables, c'est l'étude ACCORD notamment. En fait, il faut aller creuser un peu plus et aller regarder les sous-groupes préspécifiés, et on s'aperçoit que ces patients qui avaient le non-HDL cholestérol pas du tout à l'objectif, quand on donne une association statine plus fibrate, eh bien là, on a une réduction du risque qui est extrêmement significative. Ça fonctionne. À la limite, effectivement, et la réserve que c'est un sous-groupe d'une étude et qu'on aimerait bien avoir une étude dédiée, spécifique là-dessus. Il n'empêche que quand on prend toutes ces études avec fibrate, qu'on considère ce groupe à non-HDL cholestérol élevé, systématiquement, dans toutes les méta-analyses, ça sort parfaitement, c'est-à-dire qu'on a une réduction de risque extrêmement significative. C'est un premier point, donc l'association statine-fibrate a du sens aujourd'hui pour ces patients qui ne sont pas à l'objectif du non-HDL cholestérol. Et est-ce qu'elle a du sens pour les cardiologues qui ne sont pas nutritionnistes, endocrinos? Je pense que oui. Mais avant d'aborder cet aspect pratique, juste vous dire que l'histoire des triglycérides va continuer, notamment qu'il y a des nouvelles classes thérapeutiques qui arrivent aujourd'hui, qui ciblent peut-être préférentiellement ou qui ont ciblé les patients avec des taux très élevés, mais je pense qu'à terme, il peut y avoir une évolution. Donc 2 types de molécules intéressantes surtout. Donc une molécule qui cible une apolipoprotéine qui s'appelle l'apolipoprotéine C3, et donc on a un traitement, je dirais, moderne, injectable, ce qu'on appelle des antisens, c'est-à-dire ça bloque la synthèse. Et donc là, les premiers résultats sont assez étonnants sur la réduction des triglycérides. Et puis une autre classe qui également est en train de se développer, qui est un inhibiteur d'une enzyme qui vient permettre aux triglycérides de synthétiser au niveau hépatique, ce qu'on appelle la DGTA, la diacylglycérol acyltransférase. Bon, c'est un mot un peu barbare. Les cardiologues vont avoir du mal, mais ils vous font confiance. Peu importe, elle bloque la synthèse des triglycérides et ça permet de diminuer de manière très nette, donc finalement, la production de triglycérides. Donc, vous voyez, on a là des pistes extrêmement intéressantes. Mais maintenant, si on revient au quotidien, comment je fais et comment je me débrouille avec cette dyslipidémie hétérogène? Je crois que le premier point indiscutable, c'est mettre la statine ou l'association statine-ezetimibe pour être à l'objectif de LDL cholestérol. Ça, c'est clair, on ne discute pas. Il faut descendre le LDL, c'est définitif et complètement validé. Une fois qu'on y est, ou si on ne peut pas aller plus loin, il est intéressant de calculer le non-HDL cholestérol. C'est ce que proposent les recommandations européennes. On calcule le non-HDL cholestérol et s'il n'est pas l'objectif, c'est-à-dire 0,30 au-dessus de l'objectif de LDL, c'est-à-dire un patient que je veux mettre à 0,7 g par litre pour le LDL, eh bien, il faudrait qu'il soit en dessous de 1 g par litre pour le non-HDL cholestérol. Eh bien, pour ce patient que j'ai détecté parce que ces triglycérides ne sont pas, je dirais, dans la norme, où le HDL cholestérol est bas, et où, eh bien à ce moment-là, je discute l'introduction d'une association statine-fibrate. À la portée du cardiologue, on n'a pas besoin de repasser par le spécialiste en métabolisme. Non. Je ne pense pas que ce soit très utile. Vous le faites au quotidien, donc continuez. Voilà. Importante, voilà. Je vous remercie pour ces réponses et donc on attend la suite des événements avec impatience. Merci. À bientôt.